À Bamako, une salle sans théâtre a pourtant figé l'air. Le récit décrit un avertissement qui tranche comme l'acier. Plus de 2 millions de personnes auraient déjà été chassées de chez elles par la violence et la région s'approche d'un hiver noir nourri d'alliances mouvantes et de réseaux extrémistes. Alors une question s'impose. Que signifie concrètement l'alerte d'Ibrahim Traoré si la crise devient une porte plutôt qu'un simple épisode ? Ce fil rembobine 15 ans, de 2011, aux pressions sur frontières, informations et ressources, pour comprendre ce qui accélère vraiment. Ce récit propose une lecture claire d'un moment qui dépasse un simple discours. Il ne s'agit pas seulement d'un avertissement lancé à Bamako, mais d'un signal sur la trajectoire possible de toute l'Afrique de l'Ouest. En suivant ce fil, on comprend en quelques étapes lisibles pourquoi une crise présentée comme sécuritaire touche en réalité l'économie, la souveraineté et la vie quotidienne. Le bénéfice est direct, voir les liens cachés entre violence, ressources et décisions extérieures. L'enjeu est élevé car l'analyse suggère que la région n'est plus dans une phase d'instabilité ordinaire. Les alliances se redessinent, les récits circulent plus vite que les faits et chaque choix politique produit des effets en chaîne. Pour certains, c'est un tournant nécessaire. Pour d'autres, un risque majeur. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'ordre régional, mais la capacité des États sahéliens à décider par eux-mêmes. Une question demeure. Si l'hiver noir n'est pas une métaphore, qui en paiera réellement le prix ? Dès les premières minutes du discours évoqué, un élément frappe. Près de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde seraient désormais concentrés dans le Sahel. Ce chiffre sert de pivot, car il transforme une inquiétude régionale en signal global. Et c'est sur cette base qu'Ibrahim Traoré affirme que la phase actuelle serait plus dangereuse que tout ce qui a suivi 2011. Pour comprendre cette affirmation, il faut remonter le fil sans se perdre dans l'accumulation. L'effondrement de la Libye en 2011 agit comme un premier domino. Des stocks d'armes se dispersent vers le sud, des combattants aguerris franchissent les frontières et des forces de sécurité locales se retrouvent face à une puissance de feu qu'elles n'avaient jamais été conçues pour affronter. Ce qui commence par des attaques isolées évolue vers une insurrection régionale touchant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais l'analyse insiste sur une couche plus profonde. Cette instabilité ne grandit pas dans le vide. Elle se développe dans un espace marqué par des présences militaires étrangères, des retraits rapides, puis des réengagements sous d'autres formes. À chaque départ succède une nouvelle offre de sécurité avec ses propres priorités et ses angles morts. Dans ces interstices, les groupes extrémistes prospèrent, non pas face à des États forts, mais dans les fissures entre agendas concurrents. C'est ici que la lecture d'Ibrahim Traoré se distingue. Il ne décrit pas seulement une montée de la violence, mais une accélération coordonnée, synchronisation des attaques, diffusion rapide de récits en ligne et intérêt croissant pour les zones riches en or, uranium et autres minerais stratégiques. Rien de tout cela, selon lui, ne serait aléatoire. Ainsi, l'élément révélateur n'est pas la peur, mais le timing. La question n'est plus seulement pourquoi la violence existe, mais pourquoi elle s'intensifie précisément au moment où certains États sahéliens tentent de redéfinir leurs alliances et leur souveraineté. C'est ce décalage temporel qui transforme une crise prolongée en avertissement immédiat. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un simple orateur, mais comme un fil conducteur incarnant des effets très concrets sur le terrain. Le récit s'attarde moins sur sa biographie que sur ce qu'il symbolise. L'émergence d'une génération de dirigeants qui parlent depuis l'intérieur de la crise. À Bamako, son intervention est décrite comme dépourvue de mise en scène, presque austère, ce qui renforce l'impression que le message prime sur la posture. On en voit un premier effet à travers des scènes ordinaires. Des marchés autrefois animés sont désormais surveillés par des soldats, non comme décor politique, mais comme réponse directe à l'insécurité persistante. Des villages entiers se vident et des familles déplacées s'installent dans des zones déjà fragiles. Ces images montrent comment une dynamique géopolitique abstraite se traduit en contraintes quotidiennes. La sécurité devient une condition préalable à toute autre activité économique ou sociale. On observe aussi un autre effet, mais du côté de les institutions locales. L'érosion est progressive plutôt qu'un effondrement brutal. Les élus perdent de l'autorité, les postes de police se transforment en forteresses et l'administration fonctionne en mode défensif.
Dans ce contexte, la parole d'Ibrahim Traoré agit comme un révélateur. Elle nomme un malaise que beaucoup vivent déjà sans toujours pouvoir l'exprimer. Cette parole, ferme et directe, crée un écho particulier chez ceux qui ont vu se succéder des stratégies extérieures sans amélioration durable. L'effet immédiat n'est donc pas une solution, mais une prise de conscience partagée. Comprendre que l'instabilité n'est pas seulement subie, mais structurée, change la manière dont les acteurs locaux interprètent leur propre situation. L'enjeu devient alors clair, reconnaître le mécanisme avant qu'il ne s'installe durablement. Les événements sont racontés comme une chaîne continue plutôt qu'une suite d'accidents isolés. Tout commence par un déclencheur, la remise en cause progressive de l'architecture sécuritaire existante au Sahel. Après des années de coopération internationale, de formation et de milliards investis, la violence ne recule pas. Au contraire, elle s'étend. Cette contradiction alimente un scepticisme populaire profond, visible dans les villages brûlés, les routes devenues impraticables après la tombée de la nuit et les familles contraintes de partir. C'est dans ce climat que des dirigeants comme Ibrahim Traoré gagnent en audience, non par promesse de miracle, mais par refus d'accepter un statu quo perçu comme inefficace. Puis vient la montée en tension. Le retrait partiel de certaines forces étrangères, suivi par l'arrivée de nouveaux acteurs proposant des alternatives sécuritaires, crée un espace instable. Chaque recalibrage laisse derrière lui des zones grises. Ces vides ne restent jamais longtemps inoccupés. Les groupes extrémistes s'y engouffrent, se déplaçant avec une rapidité et une coordination accrues. Des attaques surgissent dans des régions jusque-là relativement épargnées, franchissant les frontières en vagues synchronisées. Ce changement de rythme suggère une évolution qualitative du conflit, pas seulement quantitative. Le point culminant survient lorsque plusieurs dynamiques convergent. D'un côté, l'Alliance des États du Sahel se forme, rompant avec des cadres régionaux antérieurs et provoquant un choc diplomatique. De l'autre, les récits en ligne se multiplient en plusieurs langues, remettant en cause la légitimité des gouvernements locaux et présentant leurs choix souverains comme des menaces pour la stabilité mondiale. En parallèle, un intérêt accru pour les ressources stratégiques du Sahel apparaît. Or, uranium, lithium, minerais essentiels aux technologies modernes. Cette simultanéité n'est pas anodine. Pour Ibrahim Traoré, elle indique une pression coordonnée plutôt qu'une simple coïncidence. Les effets de ce basculement se font sentir rapidement. Les réactions internationales se durcissent. Certains partenaires occidentaux décrivent la nouvelle alliance comme un recul démocratique ou un facteur d'instabilité supplémentaire. A l'inverse, d'autres acteurs, notamment non occidentaux, y voient une tentative légitime de reprendre le contrôle de la sécurité et des ressources. À l'intérieur même de l'Afrique de l'Ouest, les opinions se polarisent. Les sanctions évoquées par certaines organisations régionales risquent d'accentuer les tensions économiques et sociales, renforçant paradoxalement les griefs initiaux. Dans cette succession, Ibrahim Traoré est présenté comme un point de fixation plutôt que comme l'unique moteur. Son discours ne crée pas la tempête, mais il la nomme et la situe dans le temps. En parlant de hiver noir, il ne décrit pas une explosion soudaine, mais une saison prolongée de pression, d'érosion institutionnelle et de lutte pour le contrôle. Le fil conducteur reste le même. Chaque étape prépare la suivante et l'absence de réponse collective cohérente amplifie les effets. L'analyse bascule ensuite vers un registre plus quantifiable pour étayer l'alerte. Le point de départ est une base déjà lourde. Plus de 2 millions de personnes auraient été déplacées par la violence dans le seul Burkina Faso. Ce chiffre fixe un seuil à partir duquel toute aggravation devient structurelle plutôt que conjoncturelle. À partir de cette base, une variation inquiétante est décrite. Le Sahel représenterait désormais près de la moitié des décès liés aux actes terroristes dans le monde. La mesure est présentée comme un signal de concentration. La violence globale ne disparaît pas, elle se resserre géographiquement. Pour Ibrahim Traoré, cela signifie que la région est devenue un théâtre prioritaire plutôt qu'un front périphérique. Un autre repère important concerne la dynamique territoriale. Les groupes armés ne se contentent plus de frapper ponctuellement. Leur zone d'action s'étend comme de l'encre sur le papier, avançant par continuité plutôt que par sauts isolés.
Cette progression est suffisamment lente pour éviter une réaction immédiate, mais assez constante pour épuiser les capacités locales. La donnée n'est pas un pourcentage précis, mais une tendance observée année après année, traduisant une perte graduelle de contrôle. Chaque mesure est accompagnée d'une clé de lecture. Le déplacement massif des populations indique une rupture durable du tissu social. La concentration des décès terroristes révèle une priorisation stratégique du Sahel par les acteurs violents. L'expansion territoriale continue suggère une adaptation des groupes extrémistes au retrait, aux rotations et aux contradictions des dispositifs de sécurité existants. Pris ensemble, ces éléments dessinent un tableau cohérent plutôt qu'une série de statistiques indépendantes. C'est ici qu'Ibrahim Traoré relie chiffres et intentions. Pour lui, ces données ne prouvent pas seulement l'intensité du conflit, mais son moment. La question n'est pas de savoir si la région a toujours été instable, mais pourquoi ces indicateurs s'aggravent au moment précis où certains États tentent de renégocier leurs alliances, leurs contrats miniers et leur autonomie sécuritaire. Le passage de la base à la variation devient alors un argument politique. L'aggravation suit les choix souverains, elle ne les précède pas. La preuve quantitative sert moins à conclure qu'à ouvrir une interrogation plus large. Si les chiffres montrent une accélération mesurable, ils suggèrent aussi que la trajectoire n'est pas figée. Comprendre ces variations à temps devient une condition minimale pour éviter que la tendance actuelle ne se transforme en normalité durable. L'analyse examine ensuite les arguments opposés. Une première lecture critique avance que la situation du Sahel n'a rien d'exceptionnel. La région traverserait une phase classique de turbulence et parler d'hiver noir relèverait davantage de la dramatisation politique que de l'analyse rigoureuse. Une autre lecture met l'accent sur la responsabilité interne. Les difficultés actuelles découleraient avant tout de choix de gouvernance. Coups d'État répétés, affaiblissement des institutions civiles et priorisation du discours souverainiste au détriment de compromis régionaux. Dans cette perspective, la rupture avec des partenaires traditionnels et des cadres régionaux aurait aggravé l'isolement économique et sécuritaire. Ces thèses ne sont pas rejetées, mais confrontées aux éléments du terrain. La fragilité institutionnelle et les erreurs internes jouent un rôle réel. Toutefois, ces facteurs existaient déjà depuis des années sans produire une telle synchronisation des crises. Ce qui change n'est pas la présence de faiblesses locales, mais la manière dont elles sont exploitées simultanément par des dynamiques externes et internes. La réponse centrale repose sur le timing et la convergence. Les violences s'intensifient au moment précis où plusieurs États tentent de redéfinir leurs alliances et de reprendre la main sur leurs ressources. Les récits hostiles se multiplient en parallèle des pressions économiques et diplomatiques. Cette simultanéité affaiblit l'idée d'une simple continuité historique. Elle suggère plutôt une interaction entre vulnérabilité locale et intérêts globaux. Ce point marque un basculement, un changement de nature est affirmé. Il n'est plus seulement question d'instabilité diffuse, mais d'un système en formation où plusieurs pressions s'alignent. La violence, l'information et l'économie cessent d'évoluer séparément. Le cœur de cette révélation tient en une idée simple. Une crise peut être subie, mais une trajectoire est construite. L'hiver noir ne commence pas par des explosions spectaculaires. Il s'installe par érosion, les institutions perdent progressivement leur autorité. L'économie ralentit juste assez pour nourrir la frustration sans provoquer de réforme immédiate. Pendant que l'État gère les symptômes visibles, les causes profondes continuent d'agir hors champ. 3 signaux convergents sont décrits. Une circulation des armes trop coordonnée pour être spontanée, une guerre de l'information qui fragilise la légitimité des gouvernements locaux, une pression discrète mais constante autour des sites miniers et des contrats stratégiques. Pris isolément, chaque signal peut sembler explicable. Ensemble, ils dessinent une mécanique. Ce moment médian change la lecture de tout ce qui précède. Il ne s'agit plus seulement de résister à des chocs successifs, mais d'identifier un processus avant qu'il ne devienne irréversible. La question n'est plus « que se passe-t-il ?», mais « que produit cette convergence si elle se prolonge ?» Les conséquences concrètes de cette trajectoire sont ensuite détaillées à plusieurs niveaux, reliés par les mêmes dynamiques. Pour les États, la première conséquence est une érosion lente de la capacité à gouverner.
Il ne s'agit pas d'un effondrement brutal, mais d'une paralysie progressive. Les administrations fonctionnent en mode d'urgence permanent. Les priorités se déplacent vers la gestion sécuritaire, au détriment de l'éducation, des infrastructures et des services sociaux. Un État sous pression constante finit par perdre l'initiative politique, réagissant aux crises plutôt que de les anticiper. À terme, cette posture défensive fragilise la souveraineté qu'il cherche précisément à préserver. Pour les entreprises et l'économie, l'insécurité contracte les marchés locaux. Les investissements productifs ralentissent, tandis que les activités extractives gagnent en poids relatif. Dans un contexte instable, les ressources stratégiques deviennent plus faciles à capter via des accords d'urgence présentés comme des solutions de sauvetage. L'économie se réoriente vers la survie plutôt que vers la création de valeurs durables, renforçant la dépendance extérieure. Du côté des citoyens, l'impact est cumulatif. Les déplacements forcés se multiplient, ajoutant de nouvelles vagues à celles déjà existantes. La vie quotidienne se rétrécit. Écoles fermées plus tôt, routes évitées après la tombée de la nuit, réseaux familiaux fragmentés, ce coût humain n'est pas un dommage collatéral, mais un levier central de la crise. Une population épuisée et déplacée perd progressivement la capacité de se projeter, ce qui affaiblit la cohésion sociale et la confiance collective. Pour la région ouest africaine, les effets dépassent les frontières. Une zone durablement instable influence les flux migratoires, les chaînes d'approvisionnement énergétique et l'équilibre politique continental. L'image d'un Sahel ingouvernable devient une étiquette commode, utilisée pour justifier des interventions, des sanctions ou des repositionnements stratégiques. Cette narration régionale finit par peser autant que les faits eux-mêmes. Pris ensemble, ces niveaux montrent que l'hiver noir n'est pas une abstraction. Il produit des effets mesurables sur les États, l'économie, les sociétés et l'environnement régional. Les conséquences ne sont pas indépendantes, elles se renforcent mutuellement, créant une spirale difficile à inverser si elle n'est pas reconnue à temps. Le regard est ensuite projeté vers l'avant avec 3 scénarios possibles sur les 6 à 12 prochains mois. Il ne s'agit pas de prédire, mais de clarifier les conditions qui pourraient orienter la trajectoire. Dans une première hypothèse, la plus probable prolonge les tendances actuelles. La violence resterait diffuse mais persistante, avec une pression continue sur les institutions. Les États du Sahel conserveraient une marge de manœuvre limitée, contraints de gérer simultanément sécurité, économie et diplomatie. L'Alliance des États du Sahel fonctionnerait comme un mécanisme de stabilisation partielle, suffisante pour éviter l'effondrement, insuffisante pour inverser nettement la dynamique. Ibrahim Traoré est alors perçu comme un acteur de résistance pragmatique, cherchant à gagner du temps dans un environnement hostile. Dans une hypothèse plus favorable, repose sur une coordination renforcée. Les États concernés parviendraient à transformer leur alliance en outil opérationnel, avec un partage du renseignement plus efficace, des patrouilles conjointes crédibles et une position économique plus unifiée dans les négociations sur les ressources. La pression extérieure ne disparaîtrait pas, mais elle serait contrebalancée par une capacité accrue à définir les priorités locales. Dans cette configuration, l'hiver noir resterait une menace évoquée plutôt qu'une réalité installée, et le discours d'Ibrahim Traoré apparaîtrait rétrospectivement comme un avertissement utile. Dans l'hypothèse la plus sombre, décrit une fragmentation accélérée. Les sanctions, les rivalités diplomatiques et les campagnes informationnelles se renforceraient mutuellement. Les États seraient poussés à des compromis d'urgence sur la sécurité et les ressources au prix d'une dépendance accrue. La violence gagnerait de nouveaux territoires et l'étiquette de région ingouvernable se consoliderait. Dans ce cas, l'hiver noir deviendrait une normalité durable plutôt qu'une phase transitoire. La différence entre ces scénarios dépend moins des intentions déclarées que de la cohérence des actions. Penser en termes de trajectoire et non de crise isolée devient une recommandation implicite. La question centrale n'est pas quel scénario est souhaitable, mais lequel est activement construit par les décisions prises aujourd'hui. L'analyse revient ensuite vers le spectateur en montrant que les dynamiques décrites touchent différents profils. Pour les citoyens vivant dans la région, l'impact se manifeste d'abord par une contraction du quotidien. Les choix deviennent plus restreints, les horizons plus courts, et la sécurité conditionne des décisions aussi simples que se déplacer, commercer
ou envoyer un enfant à l'école. Cette réalité est évoquée non pour susciter la peur, mais pour souligner que la crise est vécue avant d'être débattue. Pour les membres de la diaspora, l'effet est souvent plus indirect, mais puissant. Les récits médiatiques concurrents, parfois contradictoires, créent une tension entre attachement à la souveraineté et inquiétude face à l'instabilité. Cette fracture narrative peut diviser familles et générations, chacun interprétant les événements à travers des sources et des référents différents. Comprendre la logique des discours devient une manière de maintenir un lien lucide avec la réalité du terrain. Les acteurs économiques et sociaux se trouvent dans une zone intermédiaire. Ils doivent continuer à fonctionner malgré l'incertitude, adapter leurs activités sans visibilité à long terme. Ces choix quotidiens, souvent invisibles, façonnent ta résilience collective autant que les décisions officielles. La société ne tient pas seulement par les institutions, mais par la capacité des individus à maintenir des réseaux de confiance. Deux idées simples se dégagent. Refuser la simplification excessive, qu'elle soit alarmiste ou rassurante. Replacer chaque information dans sa trajectoire plutôt que de la consommer comme un événement isolé. Ce déplacement du regard ne résout pas la crise, mais il permet de ne pas en être seulement le témoin passif. Enfin, une feuille de route pragmatique est esquissée, sans promesse de solution rapide. Elle s'organise autour de quelques étapes lisibles, pensées comme des conditions minimales pour éviter que la trajectoire actuelle ne se fige. Il ne s'agit pas d'un plan idéologique, mais d'un enchaînement d'actions coordonnées, chacune mesurable par ses effets. D'abord concerne la sécurité partagée. Aucun État du Sahel ne peut stabiliser seul ses frontières. L'objectif n'est pas l'accumulation de forces, mais la coordination, renseignements communs, patrouilles conjointes, capacité à réagir rapidement aux mouvements transfrontaliers. Le critère de réussite n'est pas l'éradication immédiate de la violence, mais la réduction de sa mobilité. Ensuite touche à la gouvernance institutionnelle. Des institutions fragiles s'érodent sous pression constante. Renforcer leur résilience passe par des mécanismes simples, continuité administrative, protection des services essentiels et clarté des chaînes de décision en période de crise. Cette consolidation est un travail de fond, moins visible que les opérations militaires, mais déterminant à moyen terme, puis porte sur le front économique. Tant que les États négocient isolément leurs ressources stratégiques, ils restent vulnérables. Une approche coordonnée permettrait de définir des lignes rouges communes et d'évaluer les accords non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de souveraineté et de stabilité sociale. Le succès se mesure par la capacité à refuser des contrats d'urgence défavorables. Enfin concerne la cohésion sociale et informationnelle. Il s'agit de contrer la fragmentation narrative par une communication crédible et locale. Restaurer la confiance passe par la transparence et par la reconnaissance des tensions réelles, sans les amplifier artificiellement. Cette feuille de route ne garantit pas l'absence de risque. Elle propose un cadre pour transformer une alerte en capacité d'action collective avant que l'hiver noir ne devienne un état permanent. Le récit referme son arc émotionnel en revenant à une image déjà esquissée. Une salle sans décor, lourde de silence, où un message a circulé sans chercher l'effet. Ce rappel souligne que l'avertissement ne venait pas d'une mise en scène, mais d'une accumulation d'observations vécues. Ibrahim Traoré y apparaît non comme une figure héroïque, mais comme un point de convergence entre des réalités dispersées. Ce retour renforce l'idée que le discours n'était pas tourné vers la peur, mais vers la lucidité. L'hiver noir n'est pas présenté comme un destin inévitable. Il est décrit comme une question posée à la région, subir une trajectoire imposée ou tenter de la rediriger collectivement. Cette nuance transforme un diagnostic sombre en appel à responsabilité plutôt qu'en résignation. L'émotion qui se dégage n'est pas celle de l'urgence spectaculaire, mais celle du poids. Le poids des décisions différées, des fractures internes et d'une histoire où trop souvent d'autres ont défini ce que devait être la stabilité. Le message s'ancre ainsi dans une temporalité longue, celle où chaque renoncement discret compte autant qu'un choix affirmé. La phrase qui clôt ce mouvement agit comme un clou narratif. L'hiver n'est pas une saison, c'est une épreuve de cohésion. Elle ne promet ni victoire rapide, ni certitude,
mais elle rappelle que l'issue dépend moins des discours que de la capacité à rester aligné face à la pression. La conclusion se veut discrète. Il ne s'agit pas de convaincre, ni d'aligner le spectateur derrière une position unique, mais de rouvrir un espace de réflexion collective. Ce qui est en jeu dépasse une figure ou un discours précis. C'est une interrogation sur la manière dont une région est regardée, décrite et parfois réduite à des catégories commodes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un révélateur d'un moment historique. Son avertissement agit comme un miroir tendu à la fois aux acteurs locaux et à ceux qui observent de l'extérieur. Il oblige chacun à se demander quel rôle il joue dans la perpétuation des récits dominants et lesquels méritent d'être questionnés. Suivre ces évolutions demande plus que de l'indignation ou de l'adhésion instinctive. Cela suppose de rester attentif aux enchaînements, aux mots employés et aux intérêts qu'ils servent. Échanger, comparer les points de vue et maintenir une discussion informée deviennent alors des gestes politiques au sens le plus simple. La question finale reste volontairement ouverte. Face à cette trajectoire, quel regard choisissez-vous d'adopter et comment souhaitez-vous le nourrir dans le temps ?